Bonjour et bienvenue à ce webinaire Développer l'économie sociale et solidaire au service d'une agriculture durable. Et pour démarrer, juste vous redire rapidement le programme. On a au programme un webinaire riche avec beaucoup d'intervenants. On est ravis qu'ils soient là pour parler de ce sujet. Et donc, on va aborder en introduction les liens entre l'agriculture durable et l'économie sociale et solidaire, reposer des définitions de termes et puis préciser ces liens. Ensuite, faire un focus sur 3 projets et ensuite aborder les questions de l'accompagnement et du financement de ces projets. Donc voilà, je remercie encore une fois tous les intervenants qui ont accepté de se joindre à nous pour ce webinaire. Et pour ouvrir ce webinaire, je propose de passer la parole directement à Linda Rebou, responsable du pôle transition écologique et sociale des territoires à la Banque des territoires. Merci beaucoup Bérangère et bonjour à tous. Je suis ravie d'introduire ce webinaire, ravie d'être là avec vous ce matin. Donc, je suis Linda Rebou, je travaille à la Banque des territoires dans un département qui s'appelle Cohésion sociale et territoriale à la direction de l'investissement. Et c'est un département historiquement qui est un des financeurs historiques, un des principaux financeurs du monde de l'économie sociale et solidaire, à la fois de ses structures, mais aussi de ses réseaux. Et c'est pour ça qu'on a un partenariat de longue date avec l'Avise. Et c'est au sein de ce département, donc, qui finance l'économie sociale et solidaire, qu'on a développé une offre sur la transition alimentaire des territoires et plus largement la transition agricole au sens large. Donc, c'est pas un hasard, en fait. Hein, c'est bien au sein de ce département lié à l'ESS qu'on a lancé cette offre, puisque les acteurs de l'ESS sont des pionniers historiquement de ces transitions. Et cette offre évidemment, fait face et essaye de répondre aux constats et aux enjeux que je ne vais pas forcément beaucoup détailler. J'imagine qu'on en reparlera par la suite, mais peut-être juste quand même pour le contexte. Hein. Aujourd'hui, on sait que l'ensemble de la chaîne alimentaire pèse pour à peu près un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre dans le monde, donc c'est majeur. On sait aussi que, alors c'est une estimation, mais qu'un aliment parcourt quasiment 3000 km avant d'arriver dans nos assiettes. Qu'il y a à peu près un quart des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. On connaît aussi les limites liées à notre alimentation trop riche qui crée des problèmes de santé publique. Donc, on sait que ce système est à bout de souffle, qu'il y a vraiment un besoin de changer, de se transformer, de faire cette transition sur toute la chaîne de valeur, hein, de la production à la transformation et à la distribution de notre alimentation. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de rebâtir des systèmes alimentaires plus durables face à ces différentes menaces. Et la crise sanitaire a mis en lumière aussi l'absence de résilience de notre système alimentaire, la nécessité donc de partir sur des modèles beaucoup plus durables. Alors, il n'est pas forcément question, en tout cas pour nous à la Banque des territoires, d'opposer les modèles, ni d'être trop radicaux, puisqu'en fait, il y a aussi du bio qui est industriel et pas durable. On sait aussi qu'on ne pourra jamais manger 100% local. Hein, on continue à boire du café, à manger du chocolat. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de reterritorialiser une partie de notre système alimentaire, peut-être pas sa totalité, mais en tout cas de financer des projets qui vont dans le bon sens, en s'appuyant évidemment sur le cadre législatif et réglementaire qui a aussi fixé des ambitions très fortes en la matière. Et donc, juste pour présenter rapidement notre positionnement à la Banque des territoires, c'est juste à la slide suivante, merci. Nous, on veut vraiment aider les collectivités à faire face à leurs nouveaux objectifs qui sont issus de la loi Egalim et qui sont très ambitieux, donc pour développer des circuits courts de proximité et donc s'appuyer sur le rôle central que peuvent jouer les collectivités locales dans ce domaine, mais également favoriser les projets d'une transition pour tous et permettre un accès à une alimentation saine et de qualité, pas seulement aux personnes les plus aisées, mais bien à l'ensemble de la population. Et à ce titre, évidemment, les structures de l'ESS jouent un rôle clé. Et donc, je pense que, voilà, on parle beaucoup de transition alimentaire à l'heure actuelle, mais s'appuyer sur des structures de l'économie sociale et solidaire, c'est un choix fondamental. Par exemple, on sait qu'on va avoir besoin de recréer des légumeries, des conserveries pour avoir des circuits alimentaires plus locaux, mais faire une légumerie qui permet à des personnes en insertion ou des personnes en situation de handicap de retrouver un emploi, faire une légumerie qui aura une gouvernance ouverte, partagée, ce n'est pas la même chose et qui va être aussi en appui sur l'ensemble des acteurs du territoire. C'est ça que permettent les structures de l'ESS et ça a vraiment une valeur très importante. En tout cas,
à nos yeux, côté Banque des Territoires, puisque ça permet de maximiser les impacts sociaux, environnementaux, territoriaux. Donc, c'est vraiment l'intérêt de ce type de projet. Et donc, nos atouts à la Banque des Territoires, c'est de pouvoir financer, structurer des projets multipartenaires, de proposer aussi un accompagnement sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en partant vraiment de l'accompagnement, de la création des projets jusqu'à leur financement, et puis de mettre en réseau les différents projets que l'on finance, puisqu'on a déjà une petite expérience en la matière. Donc pour voilà, présenter très rapidement notre offre un peu plus en détail, on accompagne les collectivités en amont dans vraiment leur première réflexion sur ces sujets de transition agricole et alimentaire, avec de l'information, de l'accompagnement méthodologique, mais aussi du cofinancement d'études de faisabilité. Et évidemment, nombreuses sont les collectivités aujourd'hui engagées dans des démarches de projets alimentaires de territoire qui vont s'appuyer justement sur l'accompagnement de la Banque des Territoires. Ensuite, on peut, lorsque les projets ont mûri et souvent se structurent en SIC, en association, en coopérative, on peut cofinancer de l'ingénierie pour justement permettre de finaliser un business plan, de choisir une structure juridique, de finaliser une étude de marché, dans le but ensuite évidemment d'investir en fonds propres et en quasi-fonds propres dans ces structures. Voilà, donc pour présenter rapidement ce qu'on peut faire d'un point de vue financement, donc investissement, on investit dans les structures et on a évidemment des outils dédiés aux spécificités des structures de l'ESS. On peut intervenir sur l'ensemble de la chaîne depuis le foncier agricole jusqu'à la distribution. J'ai mis quelques exemples pour illustrer. Donc sur le foncier, on a évidemment investi dans la foncière Terre de Liens qui interviendra tout à l'heure. On a aussi une participation historique dans Terre d'Europe SCAF, qui est la structure qui fédère l'action des SAFER en France. Alors, ça date de 1960, cette participation, mais c'est pour dire qu'on a vraiment une action sur cette partie foncier avec de nombreuses réflexions sur les enjeux de transmission aujourd'hui du foncier. Et puis après, on n'a pas vocation côté Banque des Territoires à remplacer les financeurs classiques du monde agricole. Donc, on ne va pas forcément financer des projets de production conventionnelle ou classique. En revanche, on essaye de financer des projets sur la partie production qui soient plutôt alternatifs et innovants, donc de la permaculture, de l'agroforesterie, voire de l'aquaponie. Donc, à titre d'exemple, on a investi dans la SIC, la ceinture verte, qui essaye de recréer des ceintures vertes autour des villes en ce moment. On a également investi dans les Nouvelles Fermes, qui est un projet d'aquaponie du côté de Bordeaux. Et puis, le gros de notre action se tourne autour de ces outils de transformation, de stockage, donc les légumeries, les conserveries. AFSAM, par exemple, c'est un projet en Bourgogne-Franche-Comté qui est porté par une entreprise d'insertion et une entreprise adaptée qui ont créé une légumerie ouverte à l'ensemble des agriculteurs de la région. Et à partir de cette initiative est né un projet alimentaire de territoire pour alimenter les cuisines centrales du Grand Besançon, par exemple. Donc voilà le type de projet qu'on peut financer sur la partie transformation. Et enfin, sur la partie distribution, on peut financer des magasins de producteurs, des places de marché digitales ou encore des projets assez innovants comme Comptoir de Campagne, qui est un réseau d'épiceries multiservices en milieu rural qui place évidemment les produits locaux et les circuits courts au cœur de son action. Voilà, et pour terminer très rapidement, sur l'agriculture urbaine, on est aussi financeur de nombreux projets. Évidemment, le but n'est pas de se dire que l'agriculture urbaine va nourrir les villes, mais ces projets ont d'autres vertus sociales, environnementales, pédagogiques qui sont tout aussi importantes et souvent sont aussi l'occasion de créer des emplois en insertion, de recréer du lien social. Donc, c'est aussi à ce titre-là qu'on s'intéresse à ces projets-là. Voilà, j'ai essayé de faire très vite pour présenter notre action et je m'arrête là, mais je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions avec plaisir. Merci Linda, c'était une parfaite introduction puisque je pense qu'on a survolé en quelques minutes les enjeux dont on va reparler, à la fois voilà, les enjeux et à quoi répond l'agriculture durable, à la fois on voit les différents types de projets et les différents champs d'action des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans ce champ-là, et à la fois le sujet de l'accompagnement et du financement sur lequel vous agissez en déployant justement ces outils. Donc merci beaucoup. Peut-être pour continuer et juste revenir sur l'AVIS qui organise ce webinaire aujourd'hui en partenariat avec Terre de Liens et la Fédération nationale des CUMA. Donc l'AVIS est une agence d'ingénierie pour développer l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale. On agit au niveau national. Donc nos missions, c'est de pouvoir justement à la fois outiller et accompagner
les porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire, qui soient en démarrage ou bien des structures de l'économie sociale et solidaire en consolidation ou en changement d'échelle. Et puis, donc on le fait de différentes manières. On est à la fois centre de ressources à travers notre portail avis.org, et on y reviendra puisque ce webinaire est organisé dans le cadre de la production d'une nouvelle ressource justement qui répond à cet objectif. On anime également et valorise des communautés d'acteurs de l'accompagnement. Donc, on travaille beaucoup le sujet de la chaîne de l'accompagnement pour que tout porteur de projet, encore une fois, puisse être accompagné où qu'il se trouve en France et quels que soient ses besoins. Et puis, on développe également des nouveaux services et des programmes en fonction des enjeux clés pour justement pouvoir renforcer l'économie sociale et solidaire à une échelle nationale. Voilà, donc pour un mot rapide, et vous pourrez en savoir plus sur le portail avis.org si vous souhaitez découvrir plus de missions. Et juste de redire du coup qu'on est ravis d'organiser ce webinaire dans le cadre du lancement d'un nouveau dossier, le dossier agriculture durable. Donc on a sur notre portail avis.org notamment, dans l'onglet secteur à enjeu, un certain nombre de dossiers thématiques sur des grands secteurs justement où l'économie sociale et solidaire innove, est fortement présente, fait avancer la construction de réponses face à ces enjeux. C'est le cas de l'agriculture durable, c'est le cas de l'alimentation durable, de la mobilité, voilà, du bien vieillir, d'un certain nombre de secteurs que je vous invite à découvrir en ligne. Et donc, on avait déjà un dossier sur l'alimentation où on se concentrait plutôt sur la transformation, la distribution et l'accès à une alimentation pour tous. Et donc, on a souhaité couvrir plus spécifiquement le début de cette chaîne de production, l'agriculture durable. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en priorité se concentrer sur le sujet plutôt de la production ou de la distribution directe de producteurs, mais plutôt voilà, vraiment sur l'amont de la chaîne de valeur. Et donc, ce dossier, on est ravis de le sortir aujourd'hui. Vous y retrouverez, comme je vous l'ai mis à l'écran, à la fois voilà, un décryptage, le lien avec l'économie sociale et solidaire, replacé un peu dans un contexte historique, un zoom sur l'agriculture urbaine, et puis des interviews de Terre de Liens, justement, du réseau CIVAM, de la Fondation Carasso. 32 projets illustrés sur différentes catégories d'actions au sein de l'agriculture durable, et puis l'écosystème pour pouvoir vous repérer justement et savoir à qui vous adresser si vous portez un projet de l'agriculture durable. Donc, il s'agit vraiment d'un dossier pour pouvoir, quand on a envie de lancer un projet, comprendre rapidement les enjeux et savoir se repérer, trouver des initiatives qui nous parlent pour s'inspirer, et ensuite savoir qui contacter pour pouvoir approfondir son projet. Alors, sans plus tarder, je propose de laisser la parole à Quentin de la FNCUMA pour nous parler justement de l'agriculture durable. Quentin, qu'est-ce que l'agriculture durable? Oui, bonjour à tous. Donc, Quentin Despetit, moi je travaille à la Fédération nationale des CUMA, donc les coopératives d'utilisation du matériel agricole. Donc vous aurez une présentation un peu plus tard et on va tenter de répondre à cette question de qu'est-ce que l'agriculture durable avec Vincent Jeannot de Terre de Liens à Devois. Donc déjà, de quoi parle-t-on? Une question de sémantique. On parle beaucoup d'agriculture raisonnée, d'agriculture biologique, d'agroécologie, de permaculture. Donc pour ce dossier, on a souhaité reposer les bases et repartir d'une définition qui soit consensuelle et partagée, celle du développement durable. Donc un développement qui répond aux besoins présents des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Cette définition appliquée au secteur de l'agriculture. Donc en termes de développement durable, on répond à 3 enjeux qui sont l'environnement, le social et l'économie. Pour appliquer au secteur agricole, on a une agriculture respectueuse de l'environnement, préserve les ressources, protège la biodiversité et la santé des consommateurs. Sur le volet économique, une agriculture qui est économiquement viable, qui contribue au développement du territoire, favorise les liens ville-campagne et crée de la valeur et de l'emploi de qualité. Et enfin, sur le volet social, une agriculture qui garantit des enjeux de vie et des conditions de travail aux producteurs tout en proposant des produits accessibles à tous et qui favorise la création de liens entre agriculteurs et consommateurs. Alors, juste pour reposer quelques constats, parce que le développement durable dans le secteur agricole, c'est vraiment un enjeu qui est de taille. Sur le volet environnemental, tout d'abord, comme toute activité humaine, le secteur agricole a des impacts sur l'environnement. Mais le métier d'agriculteur étant
extrêmement liés à la nature et l'environnement, on a des impacts qui sont d'autant plus forts sur la biodiversité, sur la qualité des sols, sur les changements climatiques, sur la qualité de l'eau. Donc, les deux sont extrêmement liés et les agriculteurs sont aussi les premiers impactés par ces changements. J'ai pris un chiffre, pour exemple, 76% de la production alimentaire en Europe dépend de la pollinisation par les abeilles sauvages et domestiques. Ça montre bien que environnement et agriculture sont intimement liés et que les agriculteurs seront à la fois source d'impact, mais aussi dépendants des pollinisateurs, donc du déclin de la biodiversité, des changements climatiques, de l'érosion des sols, et seront les premiers impactés de tous ces changements qui sont en cours. Pour prendre deux exemples sur les deux autres volets, économie et sociale, j'aurais pu en prendre d'autres, mais tout à l'heure, on a commencé à en parler avec la Banque des territoires sur les revenus des agriculteurs. Sans rentrer dans des chiffres, on a un constat d'une pauvreté plus grande et plus répandue chez les ménages agricoles que dans l'ensemble de la population active. Et sur le volet social, en moyenne, les agriculteurs ont une durée de travail hebdomadaire plus élevée que l'ensemble des personnes en emploi. Donc ça, c'est juste pour prendre deux exemples. On aurait pu en prendre d'autres sur le fait de travailler le week-end, le nombre d'emplois qui diminue chaque année en agriculture. Tout ça pour vous dire que l'enjeu du développement durable dans le secteur agricole est vraiment un enjeu de taille et c'est pourquoi on souhaite s'associer davantage avec l'économie sociale et solidaire, le cadre de l'économie sociale et solidaire qui est pour nous un cadre évident pour la mise en œuvre du développement durable dans le secteur agricole. Vincent, je te laisse compléter. Oui, rapidement, parce qu'on est un peu à la bourre, je vois. Merci Bérangère pour l'invitation déjà. Donc Vincent Jeannot, moi je suis directeur des programmes et des partenariats au sein de la Fédération nationale Terre de Liens. Je remercie aussi Linda et s'il y a des gens du ministère aussi pour tout leur soutien depuis 15 ans et qu'on existe, plus de 15 ans maintenant, puisque depuis 2003. Et pour compléter ce que disait Quentin, j'aurais rajouté un travail qu'on a fait avec Impact, qui est Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale, qui regroupe 10 réseaux d'agriculture paysanne. Donc, on parle d'agroécologie paysanne même. Où on peut parler d'agriculture citoyenne et territoriale ou d'agriculture résiliente et locale. Il y a la question de l'autonomie des fermes, des fermiers, des paysans, paysannes, des exploitants agricoles. Donc, l'autonomie par rapport aux intrants, aux complexes ou à la machine agro-industrielle. Ne pas avoir un seul client, par exemple, pour moi, fait partie de cette agriculture durable. Je pourrais donner quelques exemples après quand je présenterai Terre de Liens. Je pense aussi à la place des citoyens, citoyennes, des habitants, habitantes qui sont aussi des mangeurs, mangeuses dans cette gouvernance agricole. Je pense que ça aussi, ça fait partie de l'agriculture durable. Quand on a dit du lien au territoire, au local, de la lutte contre le réchauffement climatique, Linda l'a redit, mais quand on a des produits qui viennent du coin, on évite d'aller défoncer les forêts pour le soja ou pour d'autres productions, notamment les productions animales, ce qui pose la question aussi de la consommation de viande et de l'élevage. Et puis, j'aurais ajouté 3 petits autres points, c'est les démarches collectives. Alors, les CUMA en sont un parfait exemple. On a la moitié des paysans paysannes inscrits dans des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les boutiques de producteurs, la commercialisation, enfin, autour de l'autonomie, l'opération, c'est-à-dire à la fois être autonome, mais être dans la coopération avec d'autres. L'ouverture des fermes, l'ouverture à justement ces citoyens, citoyennes, ces habitants, habitantes de ce territoire. Et puis, la transmissibilité des fermes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des fermes qui grossissent et qui sont de plus en plus difficiles à transmettre pour le prix, pour le type d'agriculture. Et donc, on est obligé d'aller vers de la restructuration. Donc ça pose quand même des questions, notamment pour les non-issus du milieu agricole ou les non-issus du territoire qui sont de plus en plus nombreux à s'installer voilà, pour accéder aux fermes. Et puis, je finirai par, pour l'économie solidaire, à la répartition des richesses. Je pense à la PAC notamment, mais aussi à la dotation jeunes agriculteurs qui aujourd'hui ne concerne que 32% des gens qui s'installent, donc ce qui pose quand même des questions. 68% des gens qui s'installent aujourd'hui ne touchent pas cette dotation jeunes agriculteurs. Donc ça pose la question aussi derrière des politiques publiques. Hein, quand on parle d'agriculture durable, d'économie solidaire, on est bien entre ce marché et la puissance publique qui nous appuie. Voilà. Merci Vincent, merci Quentin. Donc là, on a pu poser les enjeux et une rapide définition de l'agriculture durable. Vous pourrez encore une fois retrouver plus d'éléments dans le dossier.
Et je propose, pour aborder les liens entre agriculture durable et économie sociale et solidaire, de laisser la parole à Steve Lewis de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire d'Île-de-France, qui a notamment travaillé sur ce sujet avec une étude qui a été réalisée en partenariat avec l'ADEME sur le sujet de la transition écologique et énergétique et dont la transition alimentaire. Steve, je te laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, comme ça vient d'être dit, dans le cadre d'un partenariat avec l'ADEME Île-de-France, on a à la CRES Île-de-France produit une étude sur les structures ESS de la région impliquées dans la transition écologique et énergétique, et avec une partie sur l'agriculture et l'alimentation. Donc ce que je vais vous présenter ici est issu de ce travail. Alors du coup, en Île-de-France, sur les questions agricoles, nous on a dégagé 3 champs d'action principaux des structures de l'économie sociale et solidaire. Tout d'abord sur l'accompagnement et la formation, ensuite sur le développement des circuits courts et des circuits de proximité, et finalement sur l'agriculture urbaine. Donc on va voir tout ça dès maintenant. Alors, sur l'accompagnement et la formation, on a une situation en Île-de-France dans lesquelles vous allez retrouver des éléments qui valent aussi pour d'autres régions, je pense, mais nous, c'était vraiment un travail sur l'Île-de-France. On a une démographie agricole qui est déclinante, qui est vieillissante, avec 56% des chefs d'exploitation qui ont plus de 50 ans. 55% d'entre eux n'avaient pas de successeur déclaré. Entre 2000 et 2010, c'est 20% des exploitations agricoles de la région qui ont disparu. On a également un prix à l'hectare qui est plus élevé que la moyenne nationale. Alors moi, le chiffre que j'avais au moment de l'étude qui a été faite en 2019, c'était de 8 500 €, mais les derniers chiffres qu'on m'a communiqués sont autour de 10 000 € à l'hectare. Donc un prix du foncier qui est vraiment extrêmement élevé. Et après, évidemment, des conditions de travail qui sont très dégradées, où la norme pour les gens dans les professions agricoles, c'est l'absence de repos de 48 heures consécutives, c'est le travail le week-end, le port de charges lourdes, etc., etc. L'endettement moyen des exploitations était en 2016 de 200 000 €. Il a doublé en fait depuis les années 90. Alors, ce déficit, cette absence de conditions de travail agréables dans l'agriculture, elle est très problématique parce que les modèles d'agriculture vertueux, ils s'appuient sur un travail humain qui est plus important. Et donc, il y a un vrai problème pour trouver ces parcours professionnels, ces personnes qui vont s'investir dans l'agriculture. Donc, il y a des solutions qui sont portées par les acteurs de l'économie sociale et solidaire afin de rendre l'accès à ces professions agricoles plus facile et également d'améliorer les conditions d'exercice. Il y a évidemment Terre de Liens sur la question du foncier. Il y aura un focus tout à l'heure, donc je ne développe pas ce point. En Île-de-France, on a des acteurs de l'accompagnement qui essayent d'insérer des parcours professionnels dans l'agriculture. Donc là, je vais prendre l'exemple d'une SIC qui s'appelle Les Champs des Possibles. Il y en a d'autres, mais je vais faire le focus là-dessus, qui est à la fois une coopérative d'activité et d'emploi et puis aussi une couveuse pour les activités agricoles qui permet aux personnes qui souhaitent développer des activités professionnelles dans le champ de l'agriculture de le faire dans des conditions qui sont plus sécurisées. C'est-à-dire que ça permet de développer son activité sans trop s'endetter. Sans investir son capital financier dedans. C'est un peu, ça permet aussi de tester son activité, évidemment. C'est un peu un échelon intermédiaire, on va dire, entre le brevet d'aptitude et l'installation. Donc, ça permet finalement de créer cette marche intermédiaire qui va permettre d'engager des parcours professionnels dans l'agriculture.
Les champs des possibles, depuis qu'ils existent, alors c'est les chiffres de 2019, donc ça a peut-être un peu évolué depuis, mais il y a 32 personnes qui sont passées par la couveuse agricole et 26 qui se sont installées. Donc c'est des chiffres qui sont vraiment très importants. Les perspectives pour le développement de ces structures, elles sont plutôt importantes parce que c'est bien dans les objectifs politiques, alors à la fois au niveau de l'État, mais également au niveau de la région, d'avoir plus d'agriculteurs sur le territoire. Par exemple, en Île-de-France, on a un pacte agricole régional qui prévoit l'installation de 200 agriculteurs. Alors, 200 par an, c'est un chiffre qui est extrêmement élevé et qui n'est pas forcément possible à atteindre, mais on voit bien que l'objectif politique, il est là et il est affirmé. Voilà, donc les perspectives, elles sont bonnes, mais effectivement, comme on l'a vu au tout début de la présentation, la situation, elle est quand même extrêmement dégradée et les enjeux à relever sont très, très importants. Un autre secteur où l'économie sociale et solidaire est très présente dans l'agriculture, c'est évidemment sur les circuits courts et les circuits de proximité. Alors, ils sont formalisés juridiquement dans les années 90, mais évidemment, c'était des pratiques informelles qui ont quelque part toujours existé. Ils permettent en fait de limiter la dépendance des agriculteurs vis-à-vis de la grande distribution, où ça varie beaucoup selon les produits, mais les marges de la grande distribution peuvent excéder les 50%. Ce qui sont, c'est un revenu qui est enlevé aux agriculteurs. Donc, face à ça, les circuits courts et les circuits de proximité sont vus comme des moyens pour les agriculteurs de conserver une part de leur revenu qui est plus importante. Ça, c'était plutôt pour l'intérêt social vis-à-vis du revenu des agriculteurs, mais il y a aussi évidemment un intérêt écologique. C'est que 25% du trafic routier, ça c'est pour la France, hein, c'est pas pour l'Île-de-France, il est consacré aux produits agricoles et alimentaires. Donc, les circuits courts peuvent être une réponse pour diminuer ce trafic routier-là. Après, faudra regarder vraiment dans les détails de chaque circuit court, parce que l'ADEME avait effectivement sorti une étude qui montrait que les circuits courts, ça peut être extrêmement vertueux d'un point de vue environnemental, mais il faut que la logistique du circuit court soit optimisée. Alors, en termes d'acteurs, je vais pouvoir vous donner quelques chiffres. Les AMAP en Île-de-France, il y en a 345 et qui nourrissent finalement 19 000 familles adhérentes. Donc, on n'est pas du tout dans un modèle marginal, hein. C'est un modèle qui est assez conséquent et qui permet de promouvoir une agriculture biologique, de promouvoir la solidarité avec les paysans, puisque les AMAP, c'est aussi une manière de sécuriser le revenu des agriculteurs, de limiter l'incertitude qu'ils peuvent avoir sur leurs revenus. Et puis, ça a aussi un volet de création du lien social, d'implication des citoyens dans les transitions agricoles et alimentaires. Il y a 10 jardins de cocagne en Île-de-France, donc qui fonctionnent sur un mode qui est assez proche de celui des AMAP, sauf que ça fait travailler des salariés dans des parcours d'insertion. Donc là, on voit qu'il y a une vocation de conjuguer à la fois les préoccupations sociales et environnementales qui est très affirmée. Et alors après, il y a aussi en Île-de-France des magasins de producteurs. Là, j'ai pris l'exemple d'une SIC, hein, mais il y en aurait d'autres qui s'appellent le producteur local, qui permet en fait d'avoir pour les agriculteurs de la région, d'avoir un point de vente où il y a une grosse densité urbaine. Donc le producteur local, c'est à Paris, et qui permet là encore pour les agriculteurs de conserver une part plus importante de leurs revenus. Le producteur local, eux, ils sont vraiment plutôt sur l'idée du circuit de proximité que du circuit court, avec une agriculture, avec des pratiques d'agriculture plus vertueuses, mais tout n'est pas issu de l'agriculture biologique. En termes de perspective, oui. Est-ce qu'on peut passer à plutôt parce qu'on est un petit peu en retard? Ah d'accord, ok. Alors je vais accélérer sur les questions d'agriculture urbaine. Alors comme ça a été dit hein, dans l'introduction, l'agriculture urbaine, elle a des vertus qui sont très diverses.
Ça permet de lutter contre les îlots de chaleur urbains, ça permet d'améliorer la qualité de l'air, ça permet aussi de faire de la sensibilisation. Ça, c'est un peu l'activité historique, on va dire, des structures ESS de l'agriculture urbaine, avec les jardins familiaux qui sont les descendants des jardins ouvriers, et également les jardins partagés, donc qui permettent de rajouter et d'approcher les citoyens urbains du jardinage essentiellement, mais qui permet de faire de la sensibilisation, d'éduquer à la saisonnalité, qui ont plein de bienfaits pour la qualité de vie en ville. Ce qui est arrivé un peu plus récemment, c'est des fermes urbaines sous des statuts de l'économie sociale et solidaire qui ont une fonction productive beaucoup plus affirmée. On peut penser par exemple au paysan urbain qui a déménagé très récemment à Paris, qui fait des micro-pousses avec là aussi des salariés qui sont en insertion. Donc, encore une fois, on voit cette conjugaison des ambitions à la fois sociales et à la fois environnementales qu'on retrouve dans la plupart des projets de l'économie sociale et solidaire sur les questions agricoles. Pour conclure, peut-être donner une perspective un peu plus générale sur l'ESS en Île-de-France et l'agriculture. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des anciens modèles, comme par exemple les AMAP, qui marchent bien, qui essaiment beaucoup, et qu'à côté de ça, on a des modèles qui sont beaucoup plus récents, notamment dans l'agriculture urbaine, et avec des modèles qui sont extrêmement diversifiés. Et c'est évidemment dans ces nouveaux modèles-là qui sont émergents qu'il faut chercher les structures qui demain essaimeront pour ancrer territorialement la transition agricole en Île-de-France. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Non, merci Steve, c'est parfait. Et peut-être juste ce qu'on n'a pas dit au final, c'est que pourquoi est-ce qu'on retrouve aussi autant d'acteurs de l'économie sociale et solidaire sur toutes ces activités. On voit bien par rapport au triptyque qui a été posé par Quentin sur l'agriculture durable, que en fait, ça correspond complètement aux principes et aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, qui sont des organisations qui répondent en priorité à un objectif d'utilité sociale, qui vont s'organiser pour se faire notamment en reposant sur des principes démocratiques. Et donc, quand on rassemble différents acteurs pour porter un projet, c'est un projet qui est défini au service soit de ses membres, soit de la société dans son entièreté, souvent les deux. Et donc, il y a plus de chances de s'inscrire dans cet objectif de développement durable. Et puis, avec une lucrativité limitée, voire nulle, qui est vraiment mise au service du projet. Et donc, comment est-ce qu'on trouve un modèle d'organisation pour résoudre un objectif d'utilité sociale, la transition agricole en faisant complètement partie, et puis voilà, des modèles aussi juridiques qui sont complètement adaptés à cette logique collective de comment est-ce qu'on se regroupe pour porter un projet de transition au service de notre territoire, au service plus largement de certains enjeux. Et donc, cette structuration juridique de l'économie sociale et solidaire qui garantit aussi cet objectif commun défini et cet objectif d'utilité sociale. Alors, je voulais, Axel, te proposer de parler très rapidement, mais du coup, si tu peux vraiment le faire en panorama express, pour revenir, ça conforte ce qu'a dit Steve sur les différents types de projets que vous financez côté France Active sur l'agriculture urbaine, sur l'agriculture durable de l'économie sociale et solidaire. Alors, top chrono, bonjour à toutes et à tous. Alors simplement, oui, France Active, je reviendrai rapidement sur la présentation de France Active peut-être un peu plus tard. En tout cas, là, ce qu'on peut voir là, sur cette slide, c'est que cette slide, elle est issue d'une étude qu'on a pu faire il y a 2 ans, ou 1 an, 2 ans, sur les projets agricoles portés par, en tout cas financés par France Active, et on en a 6, ça rejoint un peu ou prou ce qui a été déjà évoqué. Sauf que peut-être à la différence des autres acteurs, nous, on a France Active, on finance à la fois évidemment des acteurs de l'ESS, mais aussi des personnes qui s'installent. Et en fait, parmi les projets qu'on a pu voir, il y a beaucoup de projets d'installation, très simples,
beaucoup de néo-ruraux ou de hors-cadres familiaux, hors des JA, comme l'avait évoqué Vincent. Donc voilà, on accompagne ce type de projets-là. Sur les projets d'installation, on accompagne également des projets assez atypiques en fait, où il y a des installations en coopérative ou même de type associatif, même si ça reste assez rare. Après, il y a 5 autres projets qui sont cette fois un peu plus, 4 autres projets qui sont un peu plus portés par les acteurs de l'ESS. Et c'est simplement pour compléter ce que disait notamment, je pense aux projets, en tout cas les projets, les organismes d'accompagnement à l'installation et à la transition. Steve évoquait tout à l'heure les organismes de type Terre de Liens qui permettent d'avoir accès à un foncier plus facilement. J'évoquais aussi les CAE, les espaces tests. J'évoquerai aussi tous les organismes d'accompagnement des réseaux associatifs, puisque, alors certes, notamment les GAB, les AFOG, les CIVAM, les ADR, etc. Alors certes, c'est sous statut, une partie sous statut d'association syndicale, mais par exemple, les GAB se transforment de plus en plus en association de loi 1901. Voilà, ce sont des organismes qui font réellement partie de l'ESS. Les projets de structuration et de projets collectifs, globalement sur les territoires, donc dans ce qu'on a financé, c'est des abattoirs itinérants, des légumeries, conserveries, mais ça, tout ça, Steve l'a évoqué. Sur les projets innovants en milieu urbain, Steve l'a également évoqué, donc je ne reviens pas dessus. Et puis les jardins d'insertion également. On en aura un bel exemple à la suite. Voilà, c'est ça. En tout cas, pour vous dire que France Active finance tous ces projets agricoles, on en a identifié 6 dans le cadre de cette étude. Pour une partie, donc c'est des projets qui font partie de ce champ de l'ESS. Et voilà, donc en tout cas, deuxième élément, excusez-moi, pour la présentation un peu des début, c'est que ce sont des projets qui se développent de plus en plus. France Active, ce n'est pas un réseau qui a vocation forcément à accompagner historiquement l'agriculture, mais ce sont des projets qui reviennent de plus en plus avec la sollicitation de collectivités, des personnes qui s'installent, qui sont de plus en plus nombreuses, des initiatives de plus en plus innovantes dans le sens où on va développer des projets d'alimentation et d'agriculture assez atypiques. Voilà. Merci Axel. Effectivement, et du coup peut-être juste de dire qu'on a effectivement partagé le lien sur des formes de coopération adaptées. Effectivement, c'est ce que je disais sur ces groupements d'acteurs qui s'organisent pour organiser tout à fait la transition agricole de leur territoire. On retrouve notamment de plus en plus des modèles pôles territoriaux de coopération économique, les fameux PTCE autour de l'agriculture, de l'alimentation, qui permet de s'organiser, de se concerter sur des actions communes et un projet partagé. Les plans alimentaires territoriaux, on a fait une étude sur les liens entre projets alimentaires territoriaux, les PAT, et l'économie sociale et solidaire, car les acteurs de l'ESS sont pleinement partie prenante de ces projets. Et puis, bien sûr, le modèle SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui permet aussi de se rassembler, de se réunir au sein d'une même entité pour porter un projet plus large. Donc, tout ça, on pourrait en parler rapidement. Je vous propose directement de passer à la suite avec l'illustration plus détaillée en 3 initiatives. Et peut-être ce que je propose, Agnès, c'est de te laisser la parole pour commencer. Très bien, merci beaucoup Bérangère et merci à tous et toutes. Alors, je vais essayer d'être rapide également pour vous parler des CUMA. Les CUMA sont aussi des coopératives d'utilisation de matériel agricole qui sont créées par les agriculteurs et les agricultrices et dont l'objectif est d'acquérir, d'utiliser en commun des moyens globalement pour développer leur activité de production agricole. Qu'est-ce qu'on peut mutualiser en CUMA? On peut mutualiser des équipements, mais aussi des bâtiments et de la main-d'œuvre. Et en général, les agriculteurs et agricultrices s'engagent dans un modèle coopératif CUMA pour réduire les coûts et puis aussi pour se doter de moyens plus importants et diversifiés
À ce titre-là, les CUMA aujourd'hui représentent environ 12 000 coopératives. On a en moyenne 23 adhérents par CUMA. Et puis, ce modèle-là touche 40% des agriculteurs et agricultrices. On a ensuite un maillage sur le territoire organisé en fédération à l'échelle des départements, à l'échelle régionale également, puis au national, qui nous permet d'accompagner, d'animer tous les cumistes. Une des particularités de ce modèle-là, du modèle CUMA, c'est de participer du modèle dit de l'agriculture de groupe, au même titre que les CIVAM qui ont été cités, les ADR également, les GEDA, les CETA, APAD. Donc, il existe en France plusieurs cadres qui permettent à des agriculteurs et à des agricultrices de fonctionner en commun. Ces différentes structures nous ont permis de mettre en lumière le fait que l'agriculture de groupe, au-delà des modèles juridiques et économiques que cela représente pour les agriculteurs et les agricultrices, ce sont surtout des lieux d'échange entre les adhérents et qui les engagent finalement à travailler sur des activités très, très diverses et variées sur leur territoire. Par exemple, en agroécologie, les agriculteurs et agricultrices peuvent partager des risques finalement sur des investissements et des connaissances sur des nouvelles techniques de production qui permettent d'engager la transition. On retrouve aussi dans ces groupes différentes expériences d'emploi partagé, de production d'énergie verte et aussi de projets alimentaires à l'échelle des territoires. Alors, plus spécifiquement sur la partie agroécologie, dans le réseau CUMA, les axes sur lesquels on travaille en particulier, c'est bien évidemment les agroéquipements et l'animation des groupes d'agriculteurs et agricultrices autour de l'utilisation du matériel pour participer à la transition agroécologique, mais aussi en collaboration avec plusieurs partenaires de l'agriculture de groupe, travailler sur ce levier du collectif et dans quelle mesure le fait d'être en mutualisation ou d'être au sein d'un groupe d'échange entre pairs participe des transitions agroécologiques. Donc à ce titre-là, on a travaillé dans le cadre de plusieurs programmes, soit d'études, soit de recherche-action, qui participent à créer de la connaissance et accompagner ces groupes et ces collectifs en transition. Et là, le plus récent, c'est le projet MCDR ECLA qui est soutenu par le réseau rural français, au même titre que le programme Tresson qui est porté par la VISE, dans le cadre duquel on travaille avec le réseau CIVAM, avec le réseau TRAM, avec la FADEAR et avec l'UNCPIE, pour comprendre dans quelle mesure ces groupes qui expérimentent de l'agroécologie peuvent travailler en multi-acteurs à l'échelle des territoires en lien avec les collectivités territoriales, les environnementalistes, pour porter un projet agroécologique à l'échelle des territoires. Et puis par ailleurs, bien évidemment, dans un réseau fédératif comme celui des CUMA, on travaille énormément à l'animation de nos fédérations régionales et de proximité, avec des groupes de travail, de la mise en réseau et de l'organisation d'événements qui permettent de pousser un peu les outillages, les méthodologies et les sujets qui permettent d'accompagner les transitions. Sur la partie emploi, l'option groupement d'employeurs est une option tout à fait classique en fait, du statut CUMA et c'est une modalité qui est mobilisée aujourd'hui par plus de 1600 CUMA et qui permet de mutualiser presque 500 salariés dans le cadre de ces coopératives. Pour accompagner ce type de développement, on a bien évidemment tout un outillage, des guides, un forum national de l'emploi qui permet aussi de partager les évolutions de compétences, de métiers, et puis s'ouvrir aussi à des nouveaux modes de réflexion et d'action autour de l'emploi dans le secteur agricole.
enfin, dernier type d'initiative dans lesquelles on est engagé au sein du réseau CUMA, c'est toutes les activités qui concernent les actions à l'échelle vraiment des territoires en faveur du développement rural. Donc, notamment tout ce qui est circuit court et alimentation qui a été beaucoup cité tout à l'heure. Donc, on a une activité qui a débuté notamment dans les années 2010 pour structurer un peu des études de cas, des monographies, une compréhension notamment autour des ateliers de transformation collectif et des points de vente collectifs. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on observe des nouveaux projets en cours, notamment un travail autour des CUMA à l'échelle départementale. L'échelle départementale, ce n'est pas nécessairement quelque chose de classique. En général, les CUMA travaillent plutôt à l'échelle des intercommunalités. Mais dans le cadre de la transition alimentaire et de la relocalisation, on observe la création de CUMA départementales, notamment en maraîchage bio. Et puis, certaines fédérations travaillent en lien rapproché, par exemple, avec les cuisines centrales et les collectivités territoriales pour faire des études et comprendre quel rôle peuvent jouer les CUMA et les fédérations pour accélérer les transitions dans ce domaine-là. Et dans nos fédérations, pour pousser un petit peu toutes ces dynamiques et ces changements, on a notamment un dispositif qui s'appelle le DINAC, un dispositif de conseil et d'accompagnement, un petit peu comme le DLA dans l'ESS. C'est très, très similaire. On est actuellement aussi en cours de certification sur le métier d'animation de CUMA, qui pour le coup est en pleine transition et intègre progressivement de l'accompagnement de ces nouvelles activités vis-à-vis des CUMA et des CUMistes. Et puis, on a engagé aussi une démarche de design collaboratif pour bien articuler tous ces projets qui émergent finalement à l'échelle des territoires, hein, souvent à l'échelle d'un CUMiste, d'une CUMA ou d'une fédération de proximité, et sur lesquels on est en train d'outiller et de structurer un repérage en fait, de toutes ces innovations-là pour accélérer la mise en relation inter-CUMA, entre pairs, et participer de cet essaimage-là. On s'est notamment doté d'une nouvelle mission de repérage, Chloé Salambier, qui a intégré la FNCUMA début février et qui est quelqu'un qui a travaillé pendant 8 ans à l'INRAE sur ces thématiques-là du repérage et de la mise en lumière des innovateurs locaux. Voilà. Je m'arrête là. Merci beaucoup Agnès, c'était très clair. Et de dire, et encore une fois, de remercier la FNCUMA et puis Terre de Liens avec lesquels, voilà, qui ont accepté aussi de contribuer et de collaborer dans le cadre de ce dossier, puisque ce sont les acteurs avec cette expertise sur l'agriculture durable et avec lesquels dont le regard a été précieux pour pouvoir voilà, le compléter. Peut-être pour continuer, je propose de passer la parole, si Vincent me le permet, à Laurent Durieux, puisque Vincent, tu as déjà pu t'exprimer un petit peu en introduction. Laurent, merci d'être présent. Vous êtes co-directeur de Cocagne Haute-Garonne et justement, vous parlez voilà, à la fois de cette agriculture en maraîchage bio, à la fois ces jardins d'insertion et la fonction insertion par l'activité économique qui peut se développer, à la fois le côté projet de territoire, et je pense que vous êtes aussi associé à un projet plus large, Cocagne alimentaire. Vous pourrez nous en parler. Voilà, je vous laisse présenter vos structures peut-être et les projets que vous avez en cours aujourd'hui. Oui, bonjour, merci Bérangère pour l'invitation. Mon témoignage vise à vous raconter un petit peu l'histoire de notre groupement au fil d'une quinzaine d'années et montrer comment, sur la base d'un projet traditionnel finalement de jardin de Cocagne, nous avons progressivement traversé les problématiques alimentaires et agricoles de notre territoire en créant de nouvelles initiatives. Alors, rapidement, notre petite histoire débute il y a 15 ans au sud du département, en zone très rurale, sur la base d'un projet emploi et d'un projet insertion, puisque nous avions un organisme issu des foyers ruraux qui était chargé de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et que son directeur a croisé la route d'un jardin de Cocagne créé il y a une trentaine d'années,
a trouvé que c'était une initiative intéressante et à travers la création d'emplois pour produire des légumes bio, permettait de mettre un outil pour une vingtaine de personnes très intéressant en termes de dynamique personnelle, de retour à la confiance et de développement de compétences. Donc, on n'a rien inventé, on a reproduit le concept Cocagne. J'en profite pour dire qu'il y a 90 jardins aujourd'hui en France qui existent. Hein. Vous pouvez avoir les infos à travers le réseau Cocagne. Et donc, on a développé ce premier jardin de Cocagne, zone rurale, avec vraiment un objectif emploi qui était central, emploi et insertion. Quelques années plus tard, toujours dans une logique de ruralité, et parce que notre organisme de formation intervenait sur un autre territoire, on a dupliqué ce modèle, là encore sous une forme traditionnelle. Donc, ça a été la création de notre deuxième jardin. À chaque fois, on est sur de l'initiative privée, hein. Très peu de soutien à l'époque des collectivités locales, quelques citoyens et surtout des professionnels en fait, qui ont créé ces structures. Là où l'histoire commence un petit peu à évoluer, c'est en 2013, où à l'initiative d'une entreprise, pour ne pas la citer, c'était les ASF, hein, donc Vinci Autoroute, au nord de Toulouse, et puis d'une collectivité qui les a rejoints, là on est carrément venu nous chercher en fait, pour valoriser des terres qui étaient sans projet agricole, sans réalité agricole, et nous avions été identifiés comme une structure, en tout cas, capable de peut-être pouvoir monter un nouveau projet et d'apporter création d'emplois, produits légumes bio pour le territoire. Ça, c'est quand même un tournant dans notre histoire, parce que très clairement, là, on a été appelé un peu en expertise, et puis finalement, dans une logique d'entrepreneuriat opérationnel, hein, avec cette réputation, je vais dire, qu'on avait de pouvoir mener à bien des projets, comme nous l'avions montré sur le Sud. Et à cette occasion-là, pour cette création de ce troisième jardin, avec vraiment un montage qu'on a qualifié d'alliance fertile, c'est-à-dire entre entreprises, citoyens engagés, collectivités et puis salariés permanents, puisqu'ils étaient au cœur de nos initiatives, là, on a pu monter un projet beaucoup plus hybride, beaucoup plus territorial. Et en plus, on lui a adjoint un partenariat fort avec Terre de Liens, notamment par l'intermédiaire de Vincent Janot, parce que je ne sais pas s'il s'en souvient, mais c'est lui qui a été la première personne à me sensibiliser à l'action de Terre de Liens lors d'un voyage en Grèce. Et donc derrière, c'est la propriété foncière agricole a été acquise par Terre de Liens, et nous en sommes devenus les fermiers. C'est intéressant parce que ce modèle-là, qui était unique au sein des jardins de Cocagne, tout récemment, on l'a à nouveau dupliqué. Donc, véritablement, c'était très fondateur. Donc, ce troisième projet, là, on voit bien qu'il avait une dynamique territoriale beaucoup plus grande, un lien avec les collectivités beaucoup plus intéressante, j'ai envie de dire, que le Cocagne traditionnel qu'on avait créé au début. À travers cette création, ça nous a aussi amené à réfléchir à des logiques de mutualisation de personnel. Donc, le témoignage de la représentante CUMA précédemment là, indiquait que les CUMA pouvaient jouer ce rôle. Nous, à l'époque, on l'a créé nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a généré un groupement d'employeurs. Alors, contrairement peut-être au CUMA, il n'avait pas vocation à partager du personnel agricole, mais pour nous, il avait vocation à apporter ce qu'on appelle des fonctions support, c'est-à-dire des capacités de gestion, que ce soit en matière de paye, de comptabilité, de direction, de coordination technique également, d'expertise, au service de nouveaux projets territoriaux. Et donc, ce groupement d'employeurs qui s'appelle GEST en Haute-Garonne nous sert désormais d'outil véritablement très opérationnel pour générer du nouveau projet dans un temps relativement court. Donc ça a été une création en 2013. Au-delà de ça, derrière, ces jardins de Cocagne se sont ouverts vers les questions de la logistique, de l'approvisionnement en circuit court. Alors, au-delà du panier, et notamment avec la création d'une micro-plateforme de proximité qu'on appelle le relais Cocagne, qui génère donc un service à la fois pour le jardin, mais pour les agriculteurs locaux en matière de conditionnement, de stockage, de transformation de légumes. Donc ça, on a quelques jardins de Cocagne qui se sont lancés dans des activités plus professionnalisées dans ce domaine, mais on est encore en devenir par rapport à ça. En tout cas, le jardin peut se donner sur un territoire ce rôle-là. C'est ce que nous avons fait sur le sud. Plus récemment également, on a été amené, et ça je pense que c'est intéressant en termes d'analyse et de réflexion, parce qu'on se retrouve, nous, sur notre département, parfois avec des exploitations qui sont en vente, parce que les propriétaires souhaitent changer d'activité, parce qu'ils arrivent à un âge vieillissant. Et compte tenu des porteurs des projets, des profils des porteurs de projets, les repreneurs ne sont pas faciles à trouver. Donc, on a été amené à 2 reprises là récemment à monter des nouveaux projets pour de la reprise d'exploitation existante.
L'un concernait un verger de kiwi bio de 4 hectares, qui donc nécessitait quand même un investissement un peu important dans la reprise. Et puis l'autre, plus récemment, encore avec nos collègues de Terre de Liens, à travers la reprise d'une ferme maraîchère traditionnelle, mais avec un projet nouveau de notre part qui visait à proposer ce qu'on a appelé le pôle légumier bio de Pays-Tolosan, c'est-à-dire à générer un outil de formation, d'accompagnement, d'espace test autour de la création vraiment de production légumière, c'est-à-dire de dépasser le maraîchage diversifié, qui est intéressant bien évidemment, mais qui ne répond pas notamment aux problématiques d'approvisionnement de la Restauco ou des magasins professionnels. Et donc là, très récemment, avec Terre de Liens, nous avons repris donc une exploitation avec ce projet-là, beaucoup plus ambitieux, j'ai envie de dire encore, que le jardin de cocagne traditionnel. Et donc, on voit bien quand même qu'avec, au fil du temps, le sujet de la journée, c'est-à-dire les structures ESS, en tout cas notre petite structure, elle peut effectivement générer des actions nouvelles en dehors du jardin de cocagne, mais qui s'élargissent à toutes les problématiques alimentaires et agricoles de notre territoire. Pour terminer, parce que j'ai compris qu'il ne fallait pas être trop long, sachez que on se rend compte aussi que la production, c'est un élément de réponse, la logistique, c'est un deuxième élément, mais finalement, tout l'accompagnement et l'animation et les événements et la pédagogie autour des différents, soit porteurs de projets, soit des collectivités, soit des citoyens même, est également capital pour réussir à dépasser les enjeux qui sont devant nous. D'où la création d'une structure dédiée à cette fonction pédagogique qu'on appelle cocagne alimentaire, et qui, elle, vise à pouvoir jouer ce rôle-là dans notre organisation départementale, et notamment, par exemple, jusqu'à l'animation d'un PAT. Bérangère, vous en parliez tout à l'heure. Donc, nous, on a vraiment initié sur le Nord toulousain, sur le Pays Tolosan, un PAT avec les collectivités. On joue un rôle d'animateur désormais, et on est même dans ce qu'on a conceptualisé grâce à un exemple sur le nord de la France, on est générateur d'écopoles alimentaires, c'est-à-dire vraiment d'écosystèmes vertueux qui sont tournés vers cet objectif central d'une alimentation durable et d'une agriculture durable, et qui fédèrent autour de ces enjeux un différent type d'acteurs, que ce soit les CUMA, les différents collectifs d'accompagnement, les agriculteurs, bien sûr, eux-mêmes, et les citoyens. Et donc, on essaye désormais de jouer ce rôle, à la fois en termes de gestion directe de nouveaux projets, là où finalement, il n'y a pas toujours les forces en présence ou la technicité nécessaires pour les mener à bien, mais aussi finalement en appuyant, en soutenant toutes les initiatives autour de nous et en leur donnant une cohérence d'ensemble, encore une fois, à travers ce concept d'écopole alimentaire. Sachez que c'est un enjeu désormais national pour les jardins de cocagne, que ce rôle de développement local, de développement durable alimentaire soit le plus possible, que nous puissions y contribuer, alors en termes de portage ou en termes de participation. On est totalement dans cette ouverture-là, et j'espère que désormais, on va pouvoir dépasser la question des volumes de production, dépasser la question de la part de produits de qualité dans la Restauco, parce que ce sont les enjeux qui sont devant nous. Merci beaucoup Laurent pour ce témoignage rapide mais très complet sur le développement des actions que vous avez pu mener en cohérence, et on voit bien comment un acteur de l'économie sociale et solidaire, s'il s'empare de cette question, comme levier d'insertion d'abord, en fait ensuite et travaille à la construction de réponses pour vraiment répondre à l'enjeu dans son ensemble, et donc y compris sur les questions de sensibilisation, y compris sur les questions d'accessibilité de ces produits alimentaires, etc. Et ce qui, je pense, fait une des forces et des vraies caractéristiques de l'économie sociale et solidaire. Vincent, ce que je te propose, si tu en es d'accord, c'est de, du coup, présenter Terre de Liens et en même temps et bien aborder la question de l'accompagnement, puisque c'est au final au cœur aussi de vos actions. Donc, je te laisse la parole. Voilà. D'accord. Merci. Merci Laurent, très bien, c'était sur l'île de Samothraki, exactement, où on n'était pas en vacances du tout, parce que ça pourrait porter à confusion, mais ça me permet de rappeler l'histoire un peu de Terre de Liens, parce qu'on était invité par Peuple et Culture, qui est une structure née en 1945 de la Résistance, et
Et Terre de Liens a une part de ses racines dans ce gros mot ou ces actions importantes que sont qu'est l'éducation populaire, sachant que Terre de Liens est née d'une structure qui travaillait beaucoup, qui travaille encore beaucoup sur la névralité, sur ces non-issus du milieu agricole, sur ces gens qui arrivent à la campagne, qui veulent s'y installer en n'étant pas forcément du territoire. Et il y en a de plus en plus avec une asso qui s'appelle Relier, qui a porté en son sein la création de Terre de Liens entre 1998 et 2003. Terre de Liens, l'asso national Terre de Liens est née en 2003. Et moi, je suis content que ces petites graines Terre de Liens portées dans la tête de Laurent aient permis au réseau de Cocagne et à Terre de Liens Midi-Pyrénées, notamment autour de Toulouse, avec Fabrice Ruffier, avec qui tu travailles, Laurent, de pouvoir développer des acquisitions avec différents partenaires, dont Cocagne. Et Cocagne faisant partie de ces processus d'accompagnement multi-acteurs, sur ta question, Bérangère. Terre de Liens a été créée pour répondre, on va dire, à deux enjeux principaux. C'est la question de la disparition des terres agricoles. Il faut savoir que depuis 1950, on a perdu près plus de 5 500 000 hectares de terres agricoles. On en perd 80 000 par an, et de manière irréversible, qui partent à la bétonisation, à l'urbanisation. Alors, quand je dis urbanisation, ce n'est pas pour jeter la pierre en ville, parce que c'est aussi vrai dans les petits villages. Moi, j'habite un gros village, une petite ville qui s'appelle Saint-Affrique, et on voit bien l'étalement de ces villages avec ces lotissements qui prennent des terres agricoles. Et puis, le deuxième enjeu, c'est l'accessibilité pour toutes et tous. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il y a de plus en plus de non-territoires qui viennent s'installer. Les derniers chiffres que j'ai pu avoir des points Info Installation, c'est 62%. Je crois que c'est en 2018, j'ai un doute sur l'année, mais de non-issus du territoire ou du milieu agricole. Donc, ce qui pose toutes les questions de ces fermes qui, en plus, sont de plus en plus grosses, mais sont de plus en plus chères, puisque le prix à l'hectare ne fait qu'augmenter. Il faut compter 6 000 € l'hectare en moyenne, mais ça va dépendre. Si vous allez acheter un hectare de Champagne en Champagne-Ardenne, c'est sûr que ce ne sera pas le même prix qu'un hectare sur le COS du Larzac ou du Saint-Africain, ça c'est sûr. Mais en gros, on est sur 6 000 € l'hectare, et les prix ont augmenté de 53% en valeur constante depuis 2010. Donc, ce qui est un des enjeux de Terre de Liens, c'est aussi de permettre cette accessibilité à toutes et tous. Donc, il y a la question du partage, de l'accès et puis de la préservation. Avec effectivement Terre de Liens, et rapidement je présente, mais c'est 19 assos régionales implantés sur tout le territoire métropolitain, même la Corse, ouais, j'ai envie de dire. C'est notre dernière petite née en 2019. On a une foncière, donc on a créé très très vite, on devait créer une fondation d'utilité publique, puis on s'est vite rendu compte que ça allait prendre du temps. Donc on a créé une foncière en 2006-2007 avec aujourd'hui 110 millions d'euros de capital, 250 fermes acquises, et puis à peu près 500-600 paysans, paysannes installés sous forme de ruraux environnementaux. Donc on loue des fermes. Notre foncière, elle collecte de l'épargne auprès de 30 000 citoyens, citoyennes. Donc, on est bien un mouvement citoyen. C'est une porte d'entrée pour passer à l'action et libérer de la terre de la spéculation et pouvoir la rendre accessible à toutes et tous pour une agriculture, une agroécologie paysanne, j'ai envie de dire, une agriculture bio, une agriculture citoyenne, territoriale, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et ensuite, en 2013, on a réussi à créer au bout de 10 ans donc, une fondation d'utilité publique qui a pour objet de collecter. En fait, on voulait la créer dès le départ parce que des paysans, paysannes voulaient nous donner leurs fermes, et sur des questions fiscales, etc. On a donc créé cette fondation qui collecte des donations, des legs, du don manuel. Ça nous permet aussi de collecter du don qui nous permet de redistribuer sur différents partenaires des subventions avec différents autres partenaires. Et puis, autre chose important au niveau de la fondation, je le dis là parce que c'est de pouvoir obtenir des subventions d'investissement dédiées à des projets. Par exemple, je donne l'exemple de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui veut préserver une zone de captage, sachant que Terre de Liens va de l'agriculture, des paysans, paysannes qui sont en bio ou qui vont respecter l'environnement, va donner une subvention d'investissement à la fondation qui va acheter cette terre sur cette zone de captage pour
y installer des paysans paysannes qui vont permettre d'éviter des coûts de dépollution des eaux et de préserver cette zone de captage. Peut-être rapidement 4 axes stratégiques pour Terre de Liens, c'est l'appui et l'accompagnement de collectivités territoriales importants. Je mettrai des liens vers des sites, enfin, des outils numériques qu'on a mis en place, notamment Récolte, sur des initiatives foncières de collectivités territoriales. On a mis ça en place avec l'INRA et maintenant. Ensuite, la mobilisation citoyenne, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est important que les habitants, habitantes, mangeurs, mangeuses soient impliqués dans les questions agricoles. Donc aujourd'hui, Terre de Liens, c'est 35 000 membres à peu près, avec 2 000 bénévoles actifs, avec des assos régionales ou des citoyens. Là, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont devant leur écran à nous écouter, des bénévoles actifs de Terre de Liens, qui sont dirigeantes dans des assos régionales. Et ça, c'est important, c'est une prise de responsabilité. Ça va bien au-delà même si c'est important de collecter du don, de l'actionnariat, mais voilà, une implication plus forte. Ça, c'est le deuxième axe, collectivité, mobilisation citoyenne. Le troisième, c'est d'accompagner, alors j'y reviendrai vite fait tout à l'heure, puisque c'est la demande de Bérangère, mais d'accueillir. On accueille plusieurs milliers de personnes qui veulent s'installer. On travaille sur les questions foncières, mais on travaille avec un tas d'autres d'acteurs. On est aussi inscrit dans un programme soutenu par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le Réseau rural national, le ministère de l'Agriculture, comme l'AVIS ou la FNCUMA, par rapport à ces programmes mobilisation collective pour le développement rural. Et nous, on a un programme qui s'appelle où là, on travaille sur les questions d'accueil, d'accompagnement, de transfert d'expériences réussies vers d'autres champs d'activité que l'agriculture, avec le réseau national des espaces tests agricoles, on l'a évoqué, la fédération des ADR, la FADR, le réseau des CIVAM, relié tout à l'heure, et puis le réseau des CREFAD, un réseau né aussi de Peuple et Culture, qui est installé plutôt sur le Massif central, mais qui va bien plus loin que ça, sur de l'accueil, l'accompagnement, de création d'activités agricoles et rurales. Donc, et puis le dernier point, c'est qu'on achète avec notre foncière, on collecte des donations avec notre fondation, on achète même des fermes. On en a acheté 250. On a d'autres formes d'accompagnement à l'accès collectif et solidaire au foncier, donc que ce soit avec des sociétés civiles immobilières, des groupements fonciers agricoles, notamment en Bretagne, où on a accompagné 45 structures comme ça. On a aussi des sociétés coopératives d'intérêt collectif, je pense à Passeurs de Terre en Pays de la Loire ou à Gaillard en Hauts-de-France, donc sous des formes d'autres formes d'accès au foncier, mais toute la partie accueil et accompagnement se fait avec d'autres partenaires. Ça, c'est important de comprendre qu'il y a un processus d'accompagnement multi-acteurs avec d'autres acteurs existants sur les territoires. Donc, en fonction des territoires, ça va être différents acteurs en fonction de ce qui existe. Et on est impliqué là-dessus grâce à un réseau qui s'appelle Impact, qui regroupe ces structures manques. On n'a pas réussi à rassembler tout le monde, mais petit à petit, j'espère qu'on va y arriver, avec des structures qui interviennent dans différents champs sur l'accueil, l'accompagnement, le financement, l'accès au foncier, l'accès à l'outil agricole, aux machines. Donc de pouvoir intervenir sur ces différents champs. Et le quatrième axe stratégique qui est important pour Terre de Liens, bouger les politiques publiques, de contribuer aux politiques publiques, parce que il continue à disparaître 200 fermes par semaine. Donc, il faut qu'il y ait une prise en considération de nos actions grâce à un soutien plus fort pour qu'on n'ait pas autant de fermes qui disparaissent, mais plutôt qu'on ait des paysans et paysannes, j'avais envie de dire. Aujourd'hui, il y a 450 000 exploitants agricoles en France, avec qui est 1 500 000 paysans paysannes dans 30 ans. Donc ça veut dire des politiques publiques de soutien et un processus d'accueil, d'accompagnement qui soit soutenu sur les territoires. Et quand on entend les jardins de cocagne, moi, pour avoir travaillé un peu sur ce type d'outils, on a des personnes qui sont loin de l'installation à un moment donné, vont aller vers l'installation. Il faut qu'on ait de plus en plus de gens qui viennent nous voir pour s'installer. Il y a un potentiel d'emploi énorme. On a un outil qui s'appelle Parcelle, qui est un convertisseur alimentaire local qui s'appelle Pour une alimentation résiliente, citoyenne, environnementale, locale, et qui montre combien de paysans, paysannes pourraient s'installer si on était sur une agroécologie paysanne sur les territoires. Et il y a Hervé Kempf, qui était encore journaliste au Monde à l'époque, qui avait dit 1 300 000 paysans, paysannes, c'est possible. Donc, il y a bien un potentiel énorme, mais si on change les lignes au niveau de la politique publique.
et des orientations agricoles dans lesquelles on est aujourd'hui. Et puis peut-être la dernière chose sur cet accueil et cet accompagnement, c'est qu'on soit de plus en plus visible, parce que je voyais des questions sur les territoires, on n'est pas bien connu, les structures de développement durable. À nous de faire le travail pour être de plus en plus visible, mais aussi à vous, partenaires potentiels, de nous rendre visibles en fait par rapport à l'accueil de ces personnes qui voudraient s'installer. Le répertoire départ installation, c'est 4 millions de visites. Alors on est en train de faire un travail avec j'espère qu'on va être soutenu, on saura ça en juin, pour faire un gros boulot sur 3 ans à partir de septembre avec la FNCUMA, la coopération agricole, l'Institut de l'élevage et le réseau national des espaces tests agricoles, la SIAP, pour aller plus loin sur c'est qui ces 4 millions, c'est qui va visiter ce répertoire des installations. 4 millions de visites et on sait que les points info installation accueillent 21 000 personnes. Donc il y a un gap énorme entre les deux et comment ça se fait quoi. Et encore, les gens, je ne sais plus qui l'a dit de la CRES, on a de plus en plus de gens qui ont eu un parcours professionnel différent avant, qui ont plus de 40 ans et qui n'ont pas accès à la dotation jeune agriculteur. Nous, c'est ceux qu'on reçoit le plus, entre 35 et 50 ans. Comment on soutient ces installations-là et comment on a des parcours ou des processus d'accompagnement locaux, territoriaux, avec des moyens pour pouvoir les accueillir et les accompagner dans de bonnes conditions. Donc là, on a un nouvel outil aussi qu'on a mis en place, qui s'appelle Objectif Terre. C'est notre plateforme de petites annonces. Pour la petite histoire, en 2018, on se rend compte, 2017, je ne sais plus, qu'il y a 250 000 visites dans l'année. On ne s'était pas rendu compte de ça. Donc là, on a amélioré cet outil qui vient de sortir en octobre l'année dernière, en 2020, et qui s'appelle Objectif Terre. Et on s'est rendu compte là sur les 3 premiers mois de l'année qu'on avait 200 000 visites sur les 3 premiers mois. Donc, on voit bien qu'on a amélioré nos outils et notre visibilité pour… Et puis, comme le disait Hélène Talon dans un séminaire organisé sur l'accueil, la question de l'accueil des étrangers à la campagne, entre guillemets, des étrangers, la visibilité conditionne les politiques publiques. Et les non-issus du milieu agricole ne sont pas assez visibles par rapport à l'agriculture telle qu'on la vit actuellement. Et il y a un boulot sans les opposer à faire avec l'ensemble des acteurs et des actrices aujourd'hui sur l'agriculture durable et une agriculture respectueuse des femmes et de l'environnement. Voilà, j'ai oublié des choses, mais je vais en rester là. C'est déjà très bien, Vincent, merci beaucoup. Et de repréciser que tu as quelques questions aussi dans l'outil questions-réponses. Et puis dans la discussion, il y a peut-être des choses que tu pourras rajouter à l'écrit aussi. Du coup, merci beaucoup. On a effectivement donc déjà basculé dans la partie accompagnement et on en avait déjà parlé sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui s'engagent justement sur ces sujets de l'accompagnement. On peut parler des coopératives d'installation en agriculture paysanne, on a parlé des espaces tests agricoles, voilà, on a parlé de tout l'accompagnement, que ce soit la question de l'acquisition de foncier, de la formation de l'installation. Donc, on a dans le dossier, et là, je vous inviterai à aller regarder plus loin parce que je ne vais pas pouvoir les détailler, mais donc essayer de mettre voilà, l'essentiel. Bien sûr, il y a toujours des oublis, donc c'est une cartographie non exhaustive, un panorama non exhaustif. Mais en tout cas des premiers acteurs vers lesquels se tourner, sur lesquels aller visiter leur site internet. Je vous encourage beaucoup à mettre en place des projets, des initiatives qui sont intéressantes pour la formation, l'accompagnement, le financement, l'information et la représentation. Je crois qu'il y avait une question sur ce sujet. Vincent a parlé de Impact, donc ce réseau d'associations engagées pour un plaidoyer et sur le sujet de l'agriculture durable notamment, et une autre PAC aussi. On peut parler aussi de ce collectif, puisqu'il y avait une question sur les acteurs qui se réunissent autour d'objectifs en commun, d'actions en commun, etc. Si vous voulez rajouter des choses à l'écrit, n'hésitez pas. Pour continuer sur la question de l'accompagnement, j'invite maintenant Axel. Axel qui n'a pas pu encore complètement s'exprimer. Axel, est-ce que tu es avec nous? Oui. En plus, il y avait une question suite à ta première intervention sur la manière dont vous soutenez les projets. Donc, l'idée, c'est de pouvoir continuer ta présentation à ce sujet. Alors, j'ai repris les slides que tu m'avais envoyés. Je te laisse prendre la parole, peut-être réintroduire rapidement France Active, mais t'en as un petit peu parlé. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Bérangère. Merci à toutes et tous. Simplement pour
On avait évoqué les acteurs qui financent l'agriculture. France Active en est un. Simplement pour faire quelques rappels très rapides sur le réseau France Active. Le réseau France Active, c'est quoi? C'est un réseau de 40 associations territoriales. Donc on est structuré au niveau national avec une tête de réseau qui s'appelle France Active. Et puis au niveau des territoires, on a différentes associations qui sont qui proposent des points d'accueil au niveau local, etc. Donc, on est implanté dans toute la France métropolitaine, mais aussi dans certains territoires d'outre-mer. Alors, en tout, oui, simplement, ce qu'on va proposer, ce que le réseau va proposer, c'est trois axes d'accompagnement. On va proposer du conseil, de la connexion. J'y reviendrai sur les aspects plus spécifiquement agricoles. Et puis, évidemment, du financement, c'est ce pourquoi on est le plus connu. Et je vais vous présenter rapidement les outils qu'on propose aux porteurs de projets en général et en particulier aux porteurs de projets en agriculture. Deuxième, peut-être élément, on va intervenir sur déjà au niveau de la cible. Au niveau de la cible, on va intervenir que ce soit sur, comme je l'évoquais tout à l'heure, de l'entrepreneur individuel éloigné de l'emploi, par exemple, ou aux minima sociaux. On va intervenir également sur toutes les entreprises qu'on appellerait engagées, c'est-à-dire des entreprises sous statut un peu classique qui vont proposer des pratiques qui permettent d'avoir un impact sur les territoires, d'avoir un impact environnemental, etc. Et puis, enfin, et c'est peut-être aussi c'était notre vocation aussi à la base, l'accompagnement de tous les projets ESS. Alors, j'avais une question dans le chat. Dans ESS, on entend évidemment l'ESS par statut, mais également l'ESS avec le label ESUS. Donc voilà. Et dernier élément, ciblage, on va intervenir sur toutes les phases de vie, que ce soit à l'émergence. On a quelque chose qui s'appelle notamment la place de l'émergence qui permet de financer des études d'opportunité et de faisabilité pour les projets qui ne sont pas encore créés, la création, etc. etc. On peut passer à la slide suivante. Alors, je vous ai mis quelques chiffres. Je ne vais peut-être pas les évoquer aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, notre axe de comment dirais-je, notre axe nos cibles, réellement, c'est les territoires fragiles, les personnes en difficulté, mais aussi les projets à vocation transformative. Alors, je vous ai donné quelques chiffres, peut-être qu'on va pouvoir les passer un peu plus tard quand on va donner la présentation. Alors, plus spécifiquement sur les questions agricoles, j'évoquais tout à l'heure les projets agricoles qu'on a soutenus. En fait, ça, on l'a vu à travers une étude qu'on a menée il y a 2 ans sur les porteurs de projets en agriculture et leurs besoins de financement et d'accompagnement. Donc, on a évoqué 6 types de projets. Je ne vais pas revenir dessus. Je pense que quelqu'un l'a très bien évoqué. Ce qu'il faut savoir juste sur et je crois que c'est Vincent qui l'avait évoqué, nous sur les porteurs de projets en individuel ou même en GAEC d'ailleurs, ce qu'on va beaucoup accompagner notamment c'est des porteurs de projets en hors cadre familial ou en hors DGA, où là il y a énormément de besoins, notamment lors de l'installation sur des problèmes. DGA, c'est une dotation qui va permettre de financer dans un premier temps la trésorerie et qui va couper par exemple avec des prêts bancaires. Bref, ce qu'on a relevé lors de cette étude, alors je vous ai mis un petit, on a relevé 6 enjeux, mais c'est vraiment très macro puisque en fait il y a plein de réalités différentes. Il y a les agricultures urbaines, il y a des personnes qui s'installent sans DGA, avec DGA, des personnes qui vont développer des projets d'agriculture bio ou de circuits courts, des projets collectifs qui vont s'installer sur des filières un peu plus en aval. Donc évidemment, ce que je vais mettre ici, les 6 enjeux qu'on a relevés dans l'étude, c'est évidemment très, très macro.
je pense que ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que ESS ou pas, en fait, il y a des problématiques très, très spécifiques au secteur agricole, qui sont un peu différents d'un type de fonctionnement basé sur des services, sur du commerce ou de l'artisanat. Déjà, il y a un premier point qui est des enjeux en fait au niveau du modèle économique. De manière générale, que ce soit ESS ou pas, il y a assez peu d'excédents dégagés sur le secteur agricole, hein, en tout cas sur les projets qu'on soutient. On n'a pas étudié les projets de grande culture dans la Beauce, évidemment. Sur les projets qu'on soutient, que ce soit ESS ou pas, il y a assez peu d'excédents dégagés. Alors en soi, évidemment, ce n'est pas un problème. En fait, ça va porter préjudice en fait, à ces porteurs de projets qui vont avoir assez peu de marge de manœuvre pour financer leur trésorerie et des investissements qui sont importants dans l'agriculture. Je vais y revenir très rapidement. En fait, ce constat, il est aussi vrai pour l'ESS. Hein. À titre d'exemple, on a mené une étude sur les ateliers et chantiers d'insertion et on a vu qu'au cours de cette étude que les ACI étaient globalement un peu plus fragiles au niveau du modèle économique que les autres types de structures de l'insertion. Et en fait, les plus fragiles des ACI étaient souvent dans le secteur agricole. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus sur la question des modèles économiques et de la capacité à générer assez d'excédents pour pouvoir financer en fait, son projet. Je passe à la partie deuxième enjeu. Hein. Excuse-moi, Bérangère. Tu fais beaucoup de spoil sur ma présentation. C'est-à-dire que dans le monde agricole, et je pense que ce n'est pas un scoop, hein, mais c'est bien peut-être de le rappeler, c'est qu'on a assez peu de ressources dégagées en interne à cause d'un modèle économique assez fragile. Et puis de l'autre côté, on a des besoins très, très importants, notamment des besoins d'investissement qui sont importants, même s'il y a tout un tas de stratégies portées par les porteurs de projets hein, qui permettent de réduire considérablement les coûts d'investissement. Mais il y a la question de l'achat de matériel, la question évidemment de la mécanisation, etc. Et puis du foncier que je vais invoquer tout à l'heure. Le problème, c'est que sur ces besoins d'investissement, alors au niveau des sources, souvent on va faire appel à la banque, mais c'est souvent très difficile, que ce soit pour des porteurs de projets qui n'ont pas notamment la dotation jeunes agriculteurs ou des projets un peu plus atypiques qui font partie en fait du monde de l'ESS qui propose des projets un peu atypiques. Voilà, quand vous allez voir parfois le crédit agricole sur notamment les conseillers agri, ils ne connaissent pas du tout ces modèles. Et donc du coup, et c'est des modèles en plus qui dégagent assez peu d'excédents. Et du coup, il va y avoir souvent beaucoup plus de garanties qui sont mobilisées. Des garanties qui peuvent parfois nuire au projet, qui peuvent nuire aux porteurs hein, si on a des cautions personnelles. Deuxième élément, peut-être sur les besoins au niveau de la trésorerie, et ça, c'est vraiment très spécifique à l'agriculture, c'est que les cycles d'exploitation sont très longs. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va nécessiter en fait de mobiliser une trésorerie supplémentaire. Et en fait, alors ça, c'est lié au cycle naturel en fait hein, du type d'activité. C'est aussi lié à la place aussi des subventions dont les versements sont parfois très longs. Donc, tout ça fait qu'il y a des besoins importants, il y a des ressources assez faibles générées en interne. Et puis, le troisième problème, c'est que forcément, ces porteurs de projets vont se tourner vers des aides. Sauf qu'il y a des enjeux assez forts d'accès à ces aides, notamment pour les porteurs ESS. Hein. Mais je pense aussi aux porteurs qui ont plus de 40 ans, qui peuvent proposer des projets parfois atypiques. Par exemple, eux, ils ne vont pas avoir le droit à la dotation jeunes agriculteurs. Pour les projets ESS, je voyais qu'il y avait pas mal de questions sur les scopes qui répondent à plein d'enjeux, notamment sur les reprises d'exploitation, etc. Mais par exemple, les salariés en scope ne peuvent pas accéder à ces aides à l'installation puisqu'ils sont salariés, ils n'ont pas le statut d'agriculteur. Et puis, ça tient aussi l'accès à ces aides agri pour les porteurs ESS au domaine d'activité. Une des caractéristiques de l'ESS, c'est justement d'avoir des domaines d'activité extrêmement divers.
Et si on a une activité qui fait beaucoup d'aval, par exemple beaucoup de transformation, assez peu de production, il ne va pas y avoir si vous voulez, de statut d'agriculteur. Donc, il y a ces domaines d'activité qui sont un peu flous sur l'ESS. En fait, parfois, ces projets ESS ne rentrent pas totalement dans les clous des aides agricoles. Ensuite, j'évoque très rapidement l'accès au foncier, mais ça a été déjà fait par Vincent, et puis il y a beaucoup de personnes de Terre de Liens, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Peut-être dernier enjeu sur les problématiques de filière. Nous, les projets qu'on a accompagnés, c'est que ce soit en individuel ou en ESS, on est surtout sur des filières souvent de circuits courts, des filières de niche, avec de fortes valeurs ajoutées, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de transformation en amont, on est sur des produits de qualité, mais on est sur un petit nombre de clients. Nous, ce qu'on a relevé, c'est que sur ces projets-là, c'est que voilà, il y avait parfois une méconnaissance de tous ces projets qui fleurissent dans les territoires. Je pense notamment à beaucoup d'ateliers de transformation qui ne sont pas toujours connus, des acteurs qui ne sont pas toujours connus dans les territoires. Je voyais une question tout à l'heure, les personnes qui accompagnent les porteurs de projets ne sont pas toujours bien connus dans les territoires. Donc, il y a un enjeu vraiment assez fort à mettre en lien les acteurs avec ces projets-là qui vont pouvoir déboucher sur des circuits courts à forte valeur ajoutée. Sur les circuits un peu plus longs, du coup, les porteurs de projets, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'ils se positionnaient un peu moins sur les circuits un peu plus longs. Excusez-moi. Il y a des enjeux de standardisation en fait, des produits, des enjeux de volume, de pré-transformation, des enjeux de valeur ajoutée. Je ne vais pas revenir là-dessus non plus. C'est des choses qu'on connaît assez fort. Mais ça fait partie, ça c'est un peu, si vous voulez, les deux difficultés à se positionner dans les filières, dans les territoires pour les porteurs de projets qu'on a pu étudier. Enfin, sur le dernier aspect, il y a des enjeux plus généraux d'accompagnement technico-économique. Et là, on a énormément d'acteurs qui accompagnent. On l'a vu avec Bérangère et puis les autres intervenants. Je pense notamment aux chambres d'agriculture, mais aussi à tous les réseaux associatifs, les réseaux Impact, les CIVAM, les AFOG. On n'a peut-être pas évoqué suffisamment les AFOG, peut-être un petit zoom, qui font un travail vraiment remarquable sur la question de la réappropriation des enjeux de gestion et de comptabilité pour notamment les paysans et paysannes, et qui proposent en fait des sessions collectives pas de comparaison, mais en tout cas d'échange de bonnes pratiques sur comment on gère son exploitation, sa ferme. Voilà. Voilà. Puis il y a également l'accompagnement au financement, et ça, je vais l'évoquer peut-être plus sur la partie France Active. Donc, on a noté ces 6 enjeux, mais ça ne reflète pas, c'est très macro et ça ne reflète pas la diversité des projets qu'on accompagne. Mais voilà, puis en plus, on va faire très rapide. Comme tu as évoqué les enjeux, je trouvais que c'était parfait pour faire le lien quand même. Très rapidement, on avait dit qu'on faisait un petit tour de table des intervenants sur un enjeu clé. Je sais que dans les questions-réponses, certains ont parlé justement de l'inscription des statuts, la reconnaissance du statut agriculteur sur ces structures de l'économie sociale et solidaire et donc comment, les freins juridiques et réglementaires en fait qui peuvent exister. Axel, tu en as un petit peu parlé. Voilà, est-ce que Agnès, Vincent, Quentin, Laurent, une phrase, un enjeu qui vous semble clé en ouverture et on fera le maximum pour pouvoir les aborder par des interviews, des décryptages à la suite de ce webinaire? Oui, peut-être rapidement, en écoutant tout ce qui s'est dit aussi ce matin, la FNCUMA fait partie d'un faisceau d'organisations nationales à vocation agricole et rurale, les ONVAR. Et un des enjeux pour moi est que ces structures se rapprochent des acteurs de l'ESS qui ont structuré depuis des années des dispositifs
pour accompagner l'émergence, le développement des activités avec les 3 piliers qu'on a vus ce matin de l'agriculture durable. Et je pense que c'est un vrai moteur pour ces organisations agricoles que de développer ces partenariats avec des personnes hors secteur. Voilà. Merci Agnès. Laurent, je vois que vous avez activé votre micro, peut-être un enjeu. Oui, alors peut-être une information qui semblait Alors, revenir on vous et entend mal. intéresser les gens concernant les statuts. Oui, concernant le statut coopératif, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, concernant le statut coopératif, j'ai oublié de dire que nous, on avait transformé nos associations initiales il y a quelques années en sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et que pour nous, aujourd'hui, quand même, c'est un statut qui nous semble totalement adapté à la fois aux projets territoriaux et multipartenariaux que j'ai présentés tout à l'heure, mais aussi qui est conforme à ce besoin d'être reconnu comme un acteur agricole, puisque nos SIC, elles ont l'activité agricole à titre principal. Donc, nous bénéficions à ce titre des aides du FEADER, de la région, enfin les mêmes aides que n'importe quel agriculteur avec d'autres statuts juridiques. Mais avec cette force du collectif et du coopératif, et à travers ça, bien sûr, une implication forte dans la gouvernance de nos salariés permanents. Parce que nos petites entreprises, elles fonctionnent lorsque les 2, 3, 4, 5, 6 salariés permanents sont évidemment au cœur de la réussite du projet économique et social. Donc, le statut SIC, aujourd'hui, en tout cas, est un des statuts qui me semble tout à fait adapté à tous ces projets assez ambitieux dont on a parlé ce matin. Merci Laurent. Vincent, peut-être un enjeu? Le renouvellement des générations agricoles et la visibilité plus de soutien pour nos structures qui peuvent accompagner ces non-issus du territoire. Donc, avec ces départs à la retraite massifs, il y a des à reprendre qui vont se libérer. Et je vois Catherine Rigondeau, la Terre de Liens Limousin, poser la question de la visibilité. Je pense que c'est les deux, c'est-à-dire que les porteurs de projets qui vont voir les points info installation ne sont pas forcément réorientés vers nos structures d'une part, et puis d'autre part, nos structures n'ont pas assez de moyens pour animer des dispositifs qui permettent ces processus d'accompagnement multi-acteurs sur les territoires pour une agriculture durable. Donc le renouvellement des actifs, avoir 1 500 000 paysans en 2050 et non pas 150 000 agromanagers, si je le dis autrement. Merci Vincent. Je ne sais pas si Quentin, tu voulais rajouter quelque chose en une petite phrase. Oui, une petite phrase. Je suis complètement en phase avec ce qu'a dit Agnès sur la nécessité de rapprocher nos organisations de développement agricole et rural classiques, qui sont les zones VAR, des acteurs de l'ESS, et également le fait de rapprocher le secteur agricole de manière générale de tous les acteurs du territoire, comme un peu trop souvent en silo, et il y a une vraie nécessité de davantage faire le lien et la connexion entre collectivités, acteurs du territoire, associations, acteurs de l'ESS et le secteur agricole. Merci beaucoup Quentin. Axel, je te redonne la parole dans un instant pour terminer sur ce que fait France Active sur ces sujets. Et je sais que vous avez des beaux exemples, des belles illustrations d'outils financiers qui ont pu être mis en place par certaines associations territoriales dédiées sur ces enjeux-là. Peut-être juste de dire pour ceux qui devraient nous quitter que pour aller plus loin, vous pouvez découvrir le dossier agriculture durable en ligne, également celui sur l'alimentation durable. Vous pouvez également suivre les actualités agriculture et alimentation durable sur notre portail. Et également, nous avons mis en place un formulaire pour pouvoir commander les ressources papier de la VISE. Voilà, si vous avez des activités d'accompagnement ou de sensibilisation et que vous souhaitez recevoir ces ressources-là pour pouvoir les consulter, les distribuer, c'est complètement possible. Donc, on va on vous renverra le lien et vous l'avez également dans l'outil discussion. Il y a peut-être 2 niveaux d'intervention au niveau du réseau France Active. Il y a un niveau national que là, je vais évoquer de manière globale, ce que fait le réseau dans sa globalité pour les porteurs de projets en agriculture. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous proposer un petit zoom sur une association territoriale de notre réseau qui travaille depuis 1997 sur des problématiques agricoles. Et je ne vais pas spoiler, mais c'est dans le Languedoc. Voilà, maintenant vous savez tout.
Premier élément, au niveau du réseau, France Active, je vais l'évoquer juste, Bérangère, si tu me laisses 2 petites minutes. Peut-être les outils financiers qu'on mobilise pour les projets d'agriculture. On va mobiliser à la fois des garanties bancaires, hein, je l'évoquais tout à l'heure, l'enjeu c'est de sécuriser le porteur de projet lui-même pour éviter qu'il fournisse des cautions qu'elles soient solidaires si on est plusieurs ou des cautions personnelles si on est tout seul, hein. Il y a même des mobilisations de cautions familiales, etc. Donc, l'idée de ces garanties qu'on va proposer aux porteurs de projets, c'est d'éviter tout ça. Deuxième élément, c'est qu'on va proposer des prêts et puis parfois des outils de fonds propres, alors plus spécifiques. Ça demande, enfin, il y a des outils un peu plus spécifiques. Hein, je pense notamment aux outils de contrat d'apport associatif pour les structures sous statut associatif, comme son nom l'indique. Et puis, à côté de ça, on va proposer ce qu'on appelle des primes. Je l'évoquais tout à l'heure sur les questions notamment d'émergence. C'est qu'on va pouvoir financer des études de faisabilité et d'opportunité, en fait, et de tests pour les porteurs de projets qui ont un projet, si vous voulez, ESS, de l'entrepreneuriat collectif, etc., et qui est un projet où il y a une ambition de fort impact sur les territoires. Donc, on peut, à titre d'exemple, financer la création d'un jardin d'insertion, notamment, ou même d'autres projets. On a financé, par exemple, c'était une GAEC classique, hein, sur des productions très diversifiées, qui a monté à côté un jardin d'insertion. Et donc ça, on a pu financer cette étude de faisabilité avec elle et pouvoir à terme pouvoir créer le projet à terme. Alors l'idée générale de ces outils financiers, hein, c'est de favoriser le cofinancement en partageant le risque avec les garanties, les prêts. L'autre idée, c'est de pouvoir financer aussi, et ça c'est important, c'est des besoins qui ont été révélés au cours de l'étude, c'est qu'il y a beaucoup si vous voulez, d'objets qui sont assez peu ou mal financés, que ce soit par les subventions ou les banques. Je pense notamment à tout ce qui est matériel d'occasion. Les prises de garantie sont plus difficiles et ça, on sait que l'achat de matériel d'occasion, c'est une pratique assez répandue chez les agriculteurs qu'on va accompagner. La question aussi de toute la trésorerie, hein, ça les banques ne financent pas. Donc, ça va permettre de financer ces besoins qui sont assez peu, finalement, où il y a assez peu de réponses, finalement. Et puis, il y a 2 autres peut-être éléments sur lesquels on intervient à France Active sur une partie conseil. Alors, non, l'idée, c'est qu'on ne prenne pas la place, et il y en a déjà bien assez et des bien plus compétents que nous, qu'on ne prenne pas la place des organismes d'accompagnement technico-économique. Hein, je pense tous les réseaux associatifs d'agriculture paysanne, d'agriculture bio, les CIVAM, mais aussi les chambres d'agriculture. L'idée, c'est qu'on ne prenne pas leur place. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider le porteur dans la stratégie financière, c'est-à-dire comment concrètement vous allez financer votre projet de création, de développement, d'émergence, etc. On va l'aider là-dedans à consolider son plan de financement. Et puis, 3e élément, bon, voilà, on est plus sur de la mise en lien et de la connexion. Dans certains territoires, on connaît très bien cet écosystème agricole où on va travailler main dans la main avec des différents organismes d'accompagnement notamment et de financement. Je parlais de territoire, tu peux passer à la slide suivante. Oui, est-ce que tu peux le faire très court, ouais. S'il te plaît, Ça, merci. Donc vous pourrez peut-être faire la slide. Je parlais de territoires qui connaissaient très bien les écosystèmes agricoles, etc. Et c'est notamment le cas de France Active RD Occitanie. Donc, c'est une association territoriale du réseau France Active qui est basée dans la région du l'ex-Languedoc. Et donc, ils ont développé un pôle. En fait, ils ont 2 types de projets. Un assez ancien, un pôle agri créé en 1997, donc assez vieux, où il y a de l'expertise, où il y a des personnes spécialisées sur ces questions agricoles.
Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils vont porter une méthodologie. Il y a deux choses intéressantes dans cette partie-là. C'est à la fois, ils vont porter une philosophie d'installation qui est souvent portée par notamment les réseaux d'agriculture paysanne, mais pas seulement, les questions d'installation progressive dues aux déporteurs. Et à ce titre-là, en fait, ils ont développé des outils de prêt spécifiques de petits montants à 0% qui vont permettre aux porteurs de projets de s'installer non pas en achetant, en investissant massivement, en achetant les terres, etc. Plutôt qu'ils vont proposer aux porteurs de projets d'acheter progressivement, de tester son projet progressivement avec des prêts de petits montants. Le deuxième élément qui est aussi très intéressant sur ce pôle agri, c'est les moyens qui sont engagés, et notamment au niveau des partenariats. Ils ont été capables de réunir à la fois des acteurs assez classiques du monde agricole, je pense à la MSA, mais aussi aux chambres d'agri, et puis les banques. Mais ils ont été aussi capables de les mettre autour de la table avec des ADR, des AFOG, des CAE. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Pour le deuxième point, alors là, avant, on était plus sur l'accompagnement des porteurs de projets. Là, ils ont développé très récemment une nouvelle activité, en fait, qui consiste plus à accompagner les projets agricoles avec les collectivités, donc ça s'appelle TERAS. Sachez juste que, je ne vais pas revenir sur les exemples, mais l'idée, c'est de pouvoir travailler avec les collectivités qui souhaitent valoriser leur foncier, qui ne savent plus trop quoi en faire et qui souhaitent notamment installer des agriculteurs, qui souhaitent installer des porteurs de projets collectifs sur de la transformation, sur de la production, sur de la logistique, etc., etc. Donc, ils travaillent main dans la main avec plusieurs acteurs. Je pense notamment à Terre de Liens, la Banque des Territoires, sur tout un tas de projets. Je vous ai mis 2 projets là qui sont en cours de développement. Donc voilà, j'ai essayé de faire très rapide et n'hésitez pas pour poser vos questions. Merci Axel, effectivement, vous aurez aussi, vous pouvez contacter les uns et les autres. En général, leurs coordonnées sont partagées soit en ligne, soit on leur demandera l'accord pour pouvoir les partager. Peut-être, Steve, ta caméra n'était pas allumée, je suis désolée. Voilà, peut-être en conclusion, pour terminer, parce qu'on a largement dépassé, est-ce que toi aussi, tu souhaites partager peut-être un enjeu et parler aussi au niveau de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, voilà, un enjeu, pourquoi ça vous intéresse aussi de travailler ce sujet-là et comment, voilà, peut-être un enjeu oui, pour bien la sûr, suite. oui, pas de problème pour la caméra, j'avais des petits problèmes de connexion. Non, effectivement, je crois que là, la situation où il y a une population qui est agricole, qui est âgée, qui est amenée à se renouveler, c'est un gros défi, mais c'est aussi également une opportunité parce que souvent, les changements de génération sont aussi l'occasion de changements de pratiques. Et là, il y a effectivement un coup important à jouer pour s'engager beaucoup plus fortement dans la transition écologique, dans la transition énergétique. Et l'agriculture est très symbolique pour ça parce que elle est à la fois un contributeur important au changement climatique, mais elle en est aussi directement affectée. Donc, je crois que c'est très important de toutes et tous se mobiliser dans cette direction-là. Et peut-être pour les porteurs de projets, il en a été question, effectivement, c'est une organisation institutionnelle qui est assez compliquée. Des financements pour l'agriculture qui ne sont pas forcément compatibles avec les financements pour l'ESS. Et donc, pour ça, je pense qu'il y a une chose qui est importante à faire, c'est rapprochez-vous des acteurs de l'accompagnement. Pour l'ESS, rapprochez-vous de la VISE, rapprochez-vous de France Active, rapprochez-vous des DLA, rapprochez-vous des CRES et rapprochez-vous aussi, évidemment, des acteurs de l'accompagnement plus spécifiques au secteur agricole qui vont pouvoir vous apporter la technicité qui est souvent nécessaire pour faire émerger et pour concrétiser les projets.
Merci beaucoup, Steve. Merci à tous. Je vous propose que ce soit le mot de conclusion. Vous a largement retenu. Merci d'avoir participé en grand nombre à ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas encore une fois. Je vous remets peut-être mon contact également, mais on n'hésitera pas à partager les autres contacts. Et puis, vous aurez tous les sites Internet et toutes les études qu'on a pu mentionner. Et donc, on l'a compris, l'enjeu rapprocher aussi ce champ l'agriculture durable et l'économie sociale et solidaire, faire travailler les acteurs, faire converger ces acteurs sur des enjeux et un enjeu commun. Donc, il y a plus qu'à, et beaucoup de projets vont dans ce sens sur les projets collectifs justement portés par tout un chacun. Donc, voilà, on s'efforce et on s'efforcera de faire encore plus le lien entre tous nos projets. Merci beaucoup à tous les intervenants et puis à très bientôt.